Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau cours du dimanche. Les cours du dimanche, c'est tous les dimanches à 14 heures sur ma chaîne Twitch. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nous allons pouvoir parler enfin du directeur artistique. C'est tout de suite. Le directeur artistique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le directeur artistique, c'est tout ce qui va s'occuper de la partie graphisme du jeu vidéo, ou voire même pas forcément du jeu vidéo, mais également d'une entreprise, c'est-à-dire créer la patte graphique, le petit dessin, tout ce qui est vraiment les éléments graphisme d'un projet. Donc principalement, un directeur artistique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à partir d'une idée, on va imaginer le visuel du jeu. Donc, ce qui veut dire, est-ce qu'on veut un jeu de type plutôt graphisme 3D? Est-ce qu'on veut un jeu du type graphisme 2D? Est-ce que l'on veut plutôt une patte dessinée, une patte peinture, une patte à modeler, etc. C'est vraiment imaginer le visuel global du jeu. Bon, après, je parle du jeu, mais ça peut être vraiment aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, les logos, les prospectus, euh, vraiment tout l'idée visuelle d'un jeu vidéo et d'une entreprise. Puis après ça, il y a quoi? Eh bien, on va demander au directeur artistique de nous dire où est-ce qu'on veut afficher certains éléments. Par exemple, la barre de santé, où est-ce qu'on la place? La barre de mana, où ça? Est-ce que l'on affiche par exemple les munitions? Si on affiche les munitions pour un FPS, est-ce qu'on les affiche en bas à droite, en bas à gauche? Est-ce qu'on les affiche au milieu, sur l'arme, etc. Beaucoup de jeux différents qui ont beaucoup d'éléments graphiques différents et qui, entre guillemets, nous aident à, soit pour le joueur, avoir un aspect un peu plus réaliste, soit pour, en fait, juste pour le joueur, avoir un élément un peu graphique à côté qui nous permet d'avoir des informations, toutes les informations que l'on veut au bon moment. Après cela, nous avons le style graphique. Donc, comme je vous disais, est-ce que vous voulez une patte graphique 3D, une patte graphique 2D, une patte graphique pâte à modeler, dessinée, peinturée, réaliste, ou tout style différent de patte graphique. Mais en tout cas, c'est le directeur artistique qui s'occupe de tout ça. Puis ensuite, donne un certain visuel à son idée. Donc, le directeur artistique ne va pas juste balancer des idées à la va-vite, il va les montrer. Par exemple, sur une affiche, on va lui dire, bon voilà, j'ai fait un FPS, et parce que la première image qu'on va voir, ça va être l'arme de notre FPS avec les mains qui sont tout autour. Alors, en bas à droite, nous allons placer la charge de munitions, comme d'habitude dans toute la plupart des jeux, les jeux FPS, et en haut à gauche, nous allons mettre la map. Et bien ça, il devra le montrer sur une image, sur un template, sur un modèle, afin de donner vraiment un aspect visuel à ce qu'il a pensé et potentiellement se faire valider par exemple le game designer, la charte graphique, etc. Tout ça, tout ce qu'il va penser de version graphique va être rédigé dans un dossier qui va lui permettre de faire foi de l'idée du visuel et pour la suite, quoi qu'il arrive pour la suite, eh bien se donner ce genre de charte graphique en tant que preuve de bonne foi. Eh bien pour cela, on va commencer par voir les premières images apparentes du directeur artistique. Déjà, l'apparence du jeu. Bah, comme je vous disais, eh bien, soit on peut faire un FPS un peu classique et faire en sorte que on va reprendre cette image pour lui dire bah voilà ce que je veux dans mon jeu. Donc ça va être un FPS, donc on voit que l'arme avec un aspect graphique un peu réaliste mais qui reste quand même du 3D. On va mettre les munitions. Bon, ils sont pas mis ici, mais on peut même les mettre en bas à droite, ou alors en bas à gauche, on peut mettre un autre effet visuel. En haut à gauche, on met la map, etc. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment les idées que l'on veut donner. Et c'est selon surtout ce que le game designer a proposé comme gameplay. Si le game designer a demandé explicitement que l'on ne veut pas voir la map, eh ben, il ne la mettra pas en haut à gauche. Mais s'il le veut, on peut la mettre en haut à gauche. On peut également le mettre en haut à droite, mais c'est vraiment au choix du game designer. Ce qui pense être ultra intéressant de placer là en haut à gauche ou en haut à droite. Pourquoi est-ce qu'il voudrait le placer en haut à gauche? Est-ce qu'il serait mieux de le placer en haut à gauche? Est-ce que les joueurs ont l'habitude de voir en haut à gauche? Si oui, bah, le mieux ce serait de ne pas perdre les joueurs dans leur visualisation de la map, sauf si vraiment on a une idée innovante. Mais maintenant, actuellement, c'est vraiment très très rare de faire ce genre de choses. Donc, généralement, en tant que directeur artistique, basez-vous un peu sur ce qui est déjà présent dans les jeux vidéo actuels et ce qui généralement est utilisé dans la plupart des jeux vidéo. Sauf si vraiment vous avez une idée innovante vous, qui, dont vous pensez vraiment qu'il va marcher. Sans ça, basez-vous sur ce qui est déjà présent.
Et ben d'abord on a la vision FPS, nous avons également la vision vue de haut pour les RTS généralement, et nous avons également le side scrolling pour les jeux de plateforme. Donc ça c'est vraiment les cas classiques de directeur artistique, et ça c'est ce que le directeur artistique va devoir montrer à la plupart de l'équipe de développement, de l'équipe globale du projet, afin de leur dire bah voilà ce que je pense que notre jeu devrait avoir comme patte graphique, et voilà ce que vous devriez faire si tout le monde est d'accord. Puis ensuite, on va avoir un peu la patte graphique qui va nous demander quelles sont les couleurs dominantes que l'on voudrait afficher dans le jeu. Par exemple, si vous voulez faire en sorte que votre personnage cible certaines choses, eh bien généralement, euh, humainement, la couleur qui nous montre que c'est un danger et qu'il faut tuer ce danger est la couleur rouge. C'est pour ça que dans certains jeux comme Mirror's Edge, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu un peu plateforme vue FPS, eh bien on nous montre vraiment bien de visu ce que l'on doit faire. Par exemple, comme vous pouvez le voir, tout le monde, lui, est en bleu, qui est une couleur douce, qui est une couleur un peu apaisante, qui nous indique que bah, en fait c'est juste le monde normal. Et il nous met également un tracé rouge avec des barres rouges ou des poteaux rouges, plein d'indications rouges pour nous dire que faites attention, regardez bien ça, cet objet vous permet d'avoir des informations sur la suite des événements. Le tracé rouge vous dit que bah, en fait, le chemin principal est par ici, le petit bar, la barre en rouge vous dit que vous pouvez sauter par-dessus cette barre, alors que vous ne pouvez pas sauter par-dessus cette barre-là qui est en bleu. Ça, c'est vraiment des effets visuels qui, selon le cerveau humain, va être des indications différentes. Dans les idées, la couleur verte nous indique principalement que c'est une couleur douce, donc généralement c'est une couleur qui nous indique que bah non, il n'y a aucun souci là-dessus, tout est bon, vous avez le feu vert entre guillemets, c'est vraiment des messages qui sont très très bien utilisés dans le monde actuel. Vous avez le feu vert, donc tout se passe bien. C'est rouge, attention, faites attention à cette couleur, faites attention à ce que vous allez voir de ce côté-là, parce qu'il y a quelque chose que vous devriez remarquer ici. C'est vraiment les couleurs dominantes qui peuvent être très très intéressantes, très très utiles pour la plupart des jeux vidéo et généralement aider le joueur à aller de l'avant. Il y a également d'autres couleurs qui vous permettent de faire des choses différentes. Par exemple, les couleurs de certains meubles. Par exemple, dans ce jeu de Harry Potter sur mobile, eh bien, on essaie d'avoir une couleur un peu réaliste, un peu bien utilisée dans le domaine. Par exemple, bah, les meubles, généralement, sont en bois et le bois, c'est marron. Donc, on va faire le truc en marron. On n'a pas forcément besoin que ce soit toujours visuel, toujours bon bah voilà, cette couleur va vous permettre de dire que il faut passer par là. On aime aussi également des aspects un peu réalistes et faire en sorte que bon bah voilà, bah ça c'est un meuble, tout simplement c'est un meuble, et donc le meuble sont généralement faits en bois, et généralement le bois est marron, vraiment pur réalisme. Puis également d'autres effets visuels, des effets un peu plus modélisation, un peu plus explication pour vous dire que bon voilà, ça c'est la jungle c'est vert, et ben voilà, on vous met un truc vert. On voudrait mettre trois lanes différentes, et bien la lane va être en beige pour dire que c'est différent que de la jungle qui est verte, et bien on met trois lanes en beige. Puis pour finir, on dit qu'il y a deux équipes différentes, une équipe bleue, une équipe rouge. Eh bien, l'équipe rouge va passer de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, alors qu'équipe bleue va... C'est vraiment les couleurs va vous aider énormément à faire comprendre ce que vous voulez faire envoyer comme message. Que ce soit pour votre équipe de développement ou alors que ce soit pour le joueur qui va jouer à ce jeu et qui va devoir vraiment suivre la patte couleur de votre jeu. Puis ensuite, suite à cela, après avoir fait toutes les explications de jeu, de couleurs, de pattes graphiques, etc., etc., eh bien, le directeur artistique va se transformer en, en modélisateur, entre guillemets, graphique, et créer la modélisation de certains éléments. Par exemple, la modélisation du personnage ou la modélisation des maps. Entre guillemets, il va devoir dire enfin, il va devoir créer, il va utiliser des logiciels pour indiquer comment il veut créer son personnage. Par exemple, s'il veut faire un ogre, eh bien, il le modélisera comme cela. S'il veut faire un personnage, eh bien, il va faire un peu plus normalisé, un peu plus humain. Et ce qu'il veut donner un petit côté un peu cartoon, eh bien, c'est tout cela, c'est lui qui devra le modéliser pour pouvoir le placer dans le jeu vidéo. Pareil
pour la modélisation des bâtiments. Pour les bâtiments, eh bien, on voudrait faire un immeuble. Eh bien, ok, on fait un immeuble. Qu'est-ce qu'on veut comme un immeuble? Est-ce qu'on veut un immeuble à 4 étages, 5 étages, 6 étages? Est-ce qu'on veut que ce soit un palace? Est-ce que l'on veut que ce soit un centre commercial? Est-ce que l'on veut, etc. Ça, eh bien, c'est le directeur artistique qui va devoir faire la modélisation de tous ces domaines-là. Après, la modélisation du directeur artistique, au départ, est vraiment très très basique. C'est vraiment, voyez ça comme ça sera un peu la fin de la modélisation du directeur artistique. C'est vraiment montrer, bon voilà, ok, dans mon palace, on va faire des murs, on va faire des meubles, on va faire des escaliers par ici, on va faire un truc comme ça. Et c'est vraiment très très basique, vraiment une couleur, on reste en couleur blanche et on montre ça à toute l'équipe à voir si tout le monde valide. Si tout le monde valide, eh bien, soit c'est le directeur artistique, soit ce sera la suite de l'équipe un peu plus bas classé en dessous du directeur artistique qui va commencer à faire la modélisation de tous les éléments. Par exemple, on voudrait mettre un pot de fleurs ici, on voudrait faire une couleur du sofa un peu plus cuir, et on voudrait faire un petit feu de cheminée. On sait que c'est le soir ou c'est la nuit, et bien on va faire ça un peu dans l'ombre, etc. Vraiment, le directeur artistique va avoir une petite partie modélisation, présentation de ces éléments, puis ensuite, pour la suite des événements, bon, bah, ça sera peut-être pas lui, ça peut être lui qui s'en occupe, mais c'est généralement, vu qu'il y a tellement d'éléments, tellement de maps à faire, chacun les détails les uns des autres, que ce sera qu'il doit forcément pas être tout seul, mais il peut mettre mal la main à la pâte, c'est pas exclu. Pour un directeur artistique, quelles sont les qualités dont il a besoin? Eh bien, principalement, j'en parle, je vous le dis et je vous le redis, il a besoin de qualité graphique. Principalement, tout se base sur le graphisme. La créativité, la, la syntaxité, vraiment absolument tout le domaine des directeurs artistiques est le graphisme. Montrer des images, montrer des modélisations, montrer son aspect graphique, son aspect créatif dans son domaine est vraiment très important pour un directeur artistique. D'avoir un côté créatif, d'avoir une expérience dans le visuel, donc savoir connaître beaucoup de choses dans les UX design, à savoir comment placer certains éléments, on a l'habitude de voir certains éléments, donc mieux vaut reprendre ces éléments dans le visuel que l'on va faire. Est-ce qu'on voudrait changer le visuel, mais dans ce cas, il faudra faire attention à gérer les erreurs du passé et faire en sorte que notre nouvelle visualisation soit plus innovante. Se mettre à la place de l'utilisateur, c'est-à-dire que, bon, nous, quand on fait un aspect graphique, c'est nous qui donnons les idées. Donc on va dire, ah mais je mettrais bien ça en bas à gauche parce que je pense que lorsque l'on regarde en bas à gauche, eh bien, on devrait avoir la visualisation des éléments ultra importants et cet élément est assez important. Est-ce que l'utilisateur, lui, pensera cela de la même manière? Est-ce que lui, il dira pas plus, oh, bah moi j'ai l'habitude de voir en bas à droite, donc c'est chiant que tu le mets en bas à gauche, quoi, en fait. Vraiment, l'aspect graphique peut être un élément important, voire même primordial vers l'expérience d'un joueur pour savoir s'il va vraiment aimer le jeu. Faites attention, le directeur artistique, c'est vraiment pas un jeu qu'on prend à la légère. Il s'occupe également de la publicité du produit, comment il va rendre le jeu assez beau pour être intéressant pour le joueur, mais également pas trop poussé pour que bah, en fait ne mette pas 15 années consécutives à être à fond dans le jeu pour que le jeu soit vraiment parfait. On veut pas forcément un jeu parfait visuellement, mais on veut juste qu'il soit correct. Même si, bon, si vous pouvez faire un jeu très très beau, c'est toujours cool. Mais pour ça, il faut vraiment s'occuper, bah, c'est les jeux triple A, c'est généralement chez des éditeurs de jeux vidéo qui sont assez bien cotés. Bon, vous voyez un peu le côté Blizzard, Ubisoft, From Software, etc. Vraiment des visuels un peu, vraiment très très beaux. Mais si vous voyez l'équipe qui est derrière, bon, on n'est pas dans la même catégorie, quoi, en fait. Et tout cela va être rédigé dans une charte graphique. La charte graphique qui, bah, comme pour le game designer, lorsqu'il rédige un cahier des charges ou une spec fonctionnelle, la charte graphique est celle qui va être visualisée par toute l'équipe et généralement validée par toute l'équipe. Et là, au bout de 4, 5, 6, 7, 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 mois, eh bien, s'il y a des questions à se poser, s'il y a des interrogations que l'on récupère au fil de l'eau, si dans cette charte graphique il y a bien écrit explicitement que non, c'est comme ça qu'on le doit faire, eh bien c'est la charte graphique qui fait loi, c'est la charte graphique qui a toujours raison. Et donc si par exemple un développeur a fait une erreur en disant ah bah moi je pensais
qu'on voulait le visuel comme ça, eh bien, si la charte graphique dit non, eh bien, le développeur devra recommencer ce qu'il a fait. C'est très carré, mais généralement dans certains projets, on a besoin de cet aspect un peu carré pour faire en sorte que vraiment tout se passe bien. On veut, dans un jeu vidéo, et même pas seulement dans un jeu vidéo, mais également dans les logiciels ou en entreprise, on veut que tout soit carré, entre guillemets. Par exemple, dans l'idée que, imaginez dans un jeu, si vos missions se déroulent, se voient en bas à droite, puis au stage suivant se voit en bas à gauche, puis au stage suivant se voit au milieu, puis au stage suivant se voit en haut à droite, bah pour vous, c'est dérangeant, c'est chiant, vous savez pas ce que vous devez faire, vous savez pas comment vous pouvez visualiser la chose. Eh bien, la charte graphique fait foi pour vous dire, bah, maintenant, on veut que le chargeur de munitions se voit seulement en bas à droite et il ne bougera pas. Il se déplacera à 15 pixels du bord droit et à 15 pixels du bord bas. Ça, c'est vraiment la charte graphique qui vous indique que on veut que ce soit là et seulement là. C'est principalement à la fois pour le joueur, bah, on ne veut pas lui casser un peu son expérience joueur, et pour vous en tant que développeur, bah, déjà on va pas se casser la tête à mettre le dessin aux quatre coins de l'écran. Ce serait vraiment très très chiant. Donc vraiment charte graphique, c'est le document qui fait foi lorsque l'on se pose des questions, et s'il y a des manques d'informations, lorsqu'il y a des oublis de certaines choses qu'on n'avait pas pensé au départ, eh bien on peut également changer un peu la charte graphique, faire des versions 2.0, 3.0, 3.1, etc. pour changer certains aspects. C'est pas exclu de pouvoir modifier la charte graphique, bien sûr. Comme, tout comme le cahier des charges ou comme les specs fonctionnels. En tout cas, la charte graphique, faites attention, ça c'est vraiment le document qui fait fort. Et pour cela, qu'est-ce qui est présent dans la charte graphique? Eh bien, il existe beaucoup d'éléments différents, mais toujours liés au graphisme. Par exemple, les couleurs, le design, le style du jeu, le public visé. Est-ce qu'on veut viser plutôt le style 3 à 12 ans? Est-ce qu'on veut plutôt viser un style 15-18 ans, 21-25 ans, etc. Le public visé va vraiment changer énormément le style graphisme du jeu vidéo. Par exemple, pour les enfants 3 à 12 ans, eh bien, on va faire un style généralement plus cartoon. On va pas faire un jeu réaliste. Pour les 16-18 ans, ce sera plus un jeu réaliste. Pour les adultes 20-25 ans, ce sera pas un jeu dessin animé. Ça peut exister, mais pas trop. Par exemple, Borderlands, c'est un style un peu cartoon, mais pas trop. Ça reste quand même très très visuel. C'est vraiment la charte graphique, il y a vraiment beaucoup d'informations dessus et c'est ce qui nous permettra de nous relier un peu dans l'idée de ce que l'on veut faire dans notre jeu et de l'aspect graphiste que l'on veut dans notre jeu. Et dans une charte graphique, bah, ça ressemble exactement comme un cahier des charges ou comme une spec fonctionnelle. C'est trié dans plusieurs thèmes avec un sommaire, un tri des arguments, une explication des arguments, vraiment un document très détaillé sur ce que vous voulez faire dans votre jeu. Et en tout cas, si ça vous intéressait de voir l'aspect directeur artistique, je peux vous conseiller également d'aller voir plusieurs choses différentes dans l'aspect graphiste. Vous avez l'infographiste, ça c'est les personnes qui est un peu en dessous du directeur artistique, mais c'est celui qui va plutôt s'occuper de justement la colorisation, la création, la modélisation de certains éléments qui vous permettra de les rajouter dans votre jeu. À savoir qu'également l'infographiste, tout autant que le directeur artistique, à savoir d'ailleurs qu'un directeur artistique est entre guillemets un infographiste. Donc les deux métiers sont pas trop éloignés. Donc ce que je veux dire, c'est qu'un infographiste, lui, peut être peut, peut faire beaucoup de choses dans le domaine artistique. Il fait pas seulement des jeux vidéo, il peut également créer beaucoup de logos d'entreprises. Par exemple, les logos, on va dire bah, OBS, eh bien ça a été fait par un infographiste. Les logos de Twitch, c'était fait par un infographiste. Les logos, par exemple, on va dire Carrefour, Total, euh, Leader Price, Casino, Franprix, Total, je viens de le dire. Vraiment, tous les logos sont faits par des infographistes. C'est un domaine qui est très intéressant et qui est vraiment également porté dans le créatif et dans l'explication du logo. Et vraiment, ça vous donne un aspect visuel et ça vous donne un domaine créatif dans l'univers du numérique. Avec cela, vous avez également un web designer. Bon, ça pour le coup, le web designer, ça va
très très proche avec les infographistes, mais c'est vraiment très porté sur les pages internet. Donc principalement, web designer, ça vous demande à savoir, bon, bah, voilà, je veux créer un site web, comment est-ce que je l'agence? Est-ce que je mets le titre tout en haut? Est-ce que le logo je mets plutôt à gauche ou à droite? Est-ce que pendant la page, est-ce que je mets plutôt des images? Est-ce que je mets plutôt du texte? Et s'il y a du texte, est-ce que je le mets à côté d'une image, etc. Vraiment, web designer, c'est celui qui va s'occuper de toute la page et faire en sorte qu'elle soit le plus user-friendly pour l'utilisateur et faire en sorte que bah, on se casse pas trop la tête à essayer de chercher une information. À savoir que dans l'idée, si vous n'avez pas de web designer, si vous voulez faire un site web, ça peut être également très rédhibitoire pour utiliser votre site web. Les seuls sites web qui sont utilisés et qui n'ont pas besoin de web designer, généralement c'est les sites de l'État. Parce qu'on sait pertinemment qu'on a besoin d'y aller, même si le site est moche, même si les informations sont très très difficiles à trouver les informations. Le web designer doit vraiment donner un aspect graphique très très user-friendly, très très sympa et surtout très ergonomique afin que l'on puisse apprécier son passage sur le site. À savoir par exemple chez Amazon, les sites du genre Amazon, eBay ou Le Bon Coin ont généralement des web designers qui vont faire en sorte que en seulement 3 clics, vous ne soyez pas perdu et vous puissiez faire votre achat. Parce que c'est vraiment le cœur du métier de Amazon, c'est de vous faire en sorte que vous achetez des trucs. Et pour cela, on veut vous faciliter vraiment le chemin d'accès pour pouvoir acheter des articles. Et bien, c'est le web designer qui va s'occuper des 3 pages qui vont faire en sorte que l'utilisateur soit vraiment bien parti dans l'achat de son article. À savoir que si vous voulez aller dans le domaine du web design, vous aurez généralement la théorie des 3 clics. À savoir, entre guillemets, en gros résumé, le résumé du 3 clics, c'est que euh, à partir de n'importe quelle page de votre site web, en 3 clics seulement, vous devez euh, vous devriez normalement pouvoir aller sur n'importe quelle autre page de vos sites web. Par exemple, si je suis sur la page d'accueil de Amazon, en 3 clics, je dois avoir réussi à acheter mon article. Donc, dans l'idée, ce que a fait Amazon, c'est que vous cliquez à partir de la page d'accueil, vous cliquez sur un article, vous cliquez sur, instant achat et vous cliquez sur la confirmation, vous avez acheté votre article. C'est la théorie des 3 clics. Vraiment, c'est vrai. C'est une théorie que l'on utilise beaucoup parce que on sait très bien que les utilisateurs sont très fainéants, veulent vraiment que tout soit très très rapide. Donc la théorie des 3 clics, c'est vraiment une théorie qui est très utilisée dans tout ce qui est ergonomie, dans tout ce qui est web design. Si ça vous intéresse, la théorie des 3 clics, soyez faites très attention à cela. Dans la partie directeur artistique, donc intéressez-vous également dans tout ce qui est partie Photoshop, Paint et tous les logiciels qui ressemblent énormément à ces logiciels-là. C'est principalement pour vous donner l'expérience, l'utilisation de ces logiciels pour donner une image à ce que vous voulez faire. Généralement, vous utiliserez ces logiciels, mais pas seulement cela. Donc, bah, entre guillemets, les premiers logiciels que vous voudrez utiliser en tant que directeur artistique, c'est cela. Puis pour finir, donc comme je vous disais, l'ergonomie UX, UI designer, c'est la partie où vous mettez à la place de l'utilisateur et vous faites en sorte que son expérience utilisateur soit vraiment la plus confortable possible, la plus réussie possible, la plus moins dérangeante possible. Et pour cela, vous devez vous occuper de toute la partie graphisme de votre site web ou de votre jeu vidéo. Eh bien, tout cela nous mène vers la fin. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode du cours du dimanche sur les directeurs artistiques. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi en commentaire ce que vous n'avez pas aimé. Et si vous avez des questions, des débats, des explications que vous voulez apporter à mon cours, mettez-les en commentaire. Je les rajouterai peut-être sur la vidéo. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Et si vous voulez connaître un peu plus sur le monde actuel qui nous entoure, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode ou la semaine prochaine si vous êtes sur Twitch. Allez, salut!